Vous avez peut-être déjà lu ou entendu que les actions étaient un bon investissement. En fait, il s'agit du meilleur historiquement, avec des rendements moyens de 10% par an. Peut-être vous êtes-vous ensuite posé la question, pourquoi les actions montent-elles sur le long terme? Et question essentielle ici, si elles sont montées dans le passé, qu'est-ce qui nous dit qu'elles vont continuer de monter dans le futur? Ce sont des questions légitimes, et si la réponse peut sembler logique à certains investisseurs aguerris, il n'en demeure pas moins que beaucoup de gens, certains banquiers inclus, ne sauront pas vous répondre si vous la leur posez. Je vous propose donc de voir ici plus en détail quels sont les principaux facteurs qui poussent les actions à la hausse dans la durée. Voici à quoi ressemblent les performances des actions sur de très longues périodes. Il s'agit ici de l'indice boursier américain, mais si vous prenez un graphique représentant un indice action diversifié sur une période de temps suffisamment longue, vous aurez toujours cette représentation de quasi-diagonale à 45 degrés, avec des cours qui présentent une dérive haussière très marquée. Deux questions découlent en général de ce graphique. Pourquoi est-ce le cas, et qu'est-ce qui nous dit que cela va continuer? Si la première relève surtout de la curiosité intellectuelle, la seconde intéresse en général bien plus les investisseurs long terme, car sa réponse est susceptible d'avoir un impact direct sur leurs finances. En effet, un des problèmes clés en bourse est souvent la confiance. Beaucoup d'investisseurs manquent de foi en leur placement, ce qui cause parfois des ventes au pire moment, durant les périodes de panique. Avoir une bonne compréhension des forces qui poussent les bourses à la hausse dans la durée peut donc contribuer à limiter les chances que cela se produise et à prendre du recul quand tout n'est pas rose économiquement, ce qui tôt ou tard ne manque jamais d'arriver. Revenons donc sur ces forces plus en détail. Quand vous investissez via des actions, vous obtenez des parts d'une société qui, en retour, vous donne des droits sur une partie de ses bénéfices. Si une société fait des bénéfices, en tant qu'actionnaire, vous gagnez de l'argent. Si elle n'en fait pas, vous n'en gagnez pas. La première raison qui fait que les actions montent sur le long terme, c'est donc simplement que les sociétés qui composent les indices font des bénéfices en augmentation année après année. En fait, il s'agit ici de la force principale qui fait que les actions montent sur le long terme. Maintenant que vous savez quelle est la raison principale pour laquelle les actions montent, cela peut entraîner de nouvelles interrogations. Nous avons en fait déplacé la question ici de pourquoi les actions montent sur le long terme à pourquoi est-ce que les bénéfices des sociétés montent sur le long terme. Et pour les investisseurs, plus important encore, pourquoi devraient-ils continuer de monter? Il est difficile de répondre ici de manière 100% exhaustive sans entrer dans des notions économiques complexes. Pour les économistes, ne m'en voulez pas donc s'il y a quelques raccourcis dans le point suivant, mais je vais réduire ici un ensemble de facteurs complexes à un seul qui est à mon sens le plus essentiel. Comme vous le savez peut-être, la science économique se définit souvent comme la science de l'allocation optimale des ressources rares et des facteurs de production. Eh bien il se trouve qu'il y a une variable clé qui nous permet d'utiliser nos ressources rares et nos facteurs de production de manière toujours plus efficace, il s'agit de l'innovation. L'innovation nous permet de faire chaque année les choses de manière un peu plus efficiente et un peu moins coûteuse en termes de ressources utilisées. Si vous voulez un exemple concret d'économie de facteurs de production, pensez à une machine agricole qui à elle seule peut remplacer le travail de 10 hommes. Cela permet de produire moins cher, plus vite et de manière plus efficace. Si on peut remplacer 10 hommes ici par une seule machine, on peut réallouer leur force de travail à quelque chose de plus productif que la machine ne peut pas faire. On économise donc des facteurs de production, on gagne du temps et la productivité augmente. Les sociétés qui commercialisent ces machines font ensuite des profits en les revendant aux exploitants agricoles, leur cours de bourse grimpe du fait de ces profits, ils peuvent ensuite être réinvestis pour créer des machines plus performantes et le cycle se perpétue. Voyons maintenant un exemple concret d'économie de ressources. Le premier ordinateur pesait approximativement 30 tonnes, remplissait une pièce entière et consommait assez d'électricité pour alimenter 20 maisons. Aujourd'hui, nous avons des outils des milliers de fois plus performants en termes de puissance de calcul qui tiennent dans notre poche via nos smartphones et qui consomment une quantité d'électricité infiniment moindre qu'à l'époque. Grâce à cela, des tâches qui nous prenaient des jours nous prennent désormais quelques secondes. Et les sociétés qui ont commercialisé ces appareils de plus en plus performants, comme Apple ou Microsoft, ont réalisé d'immenses profits qui ont tiré leur cours de bourse à la hausse. Je pourrais bien entendu vous donner ici des dizaines d'exemples, mais je pense que vous avez saisi l'idée. La même chose s'est produite dans l'industrie des transports, des voyages qui prenaient plusieurs semaines se font désormais en quelques heures, etc., etc. C'est de ces progrès que vient le nerf de la croissance des bourses dans le temps. Maintenant vous avez peut-être une objection ici, le progrès est-il uniquement bénéfique? Le progrès technique a aussi pour conséquence de tuer des secteurs entiers de l'économie. C'est ce que l'économiste Joseph Schumpeter appelait la destruction créatrice. Vous vous souvenez de l'exemple de la machine agricole qui remplace les 10 agriculteurs dans l'exemple précédent? Le problème ici est que si vous étiez un des 10, vous n'avez plus de boulot et comme les entreprises embauchent moins, vous devrez peut-être vous reconvertir. L'innovation tue donc régulièrement des business et des emplois et en crée d'autres. Dans la catégorie des sociétés qui ont été enterrées par l'innovation, on retrouve, entre autres, Kodak qui a été tué par l'essor de la photo numérique, Nokia qui n'a pas pris assez rapidement le virage du smartphone,
MySpace, qui était le premier réseau social qui a été rendu obsolète par l'arrivée de Facebook, et il y a des dizaines d'exemples. Ce qui nous conduit à un autre élément essentiel pour expliquer la hausse des bourses sur le long terme. Toutes les sociétés ne montent pas automatiquement. En fait, la majorité des sociétés ne montent pas en bourse sur le long terme. Et la hausse des bourses est en partie due à une illusion qui est celle créée par les indices boursiers. Dans le point précédent, je vous ai montré un graphique de l'indice boursier S&P 500 sur du très long terme. Plongeons maintenant sous la surface en regardant non plus l'indice, mais quelques statistiques sur les performances des actions individuelles qui composent le marché. Comme vous pouvez le voir ici, 64% des actions ont des retours inférieurs à l'indice. Et si vous creusez un peu plus, les choses sont encore pires. 75% des actions du marché ont des retours moyens de 0%. Alors avec autant d'actions qui ne vont nulle part, comment se fait-il que les indices boursiers montent dans le temps malgré tout ? Eh bien cela est dû en grande partie à la méthodologie particulière utilisée pour les construire. Pour construire un indice boursier, tel que le S&P 500, qui est le plus souvent utilisé pour ce genre de graphique à long terme, ou encore notre CAC 40 français, les règles sont les suivantes. Le premier critère utilisé est la capitalisation. On inclut généralement dans un indice les entreprises les plus largement capitalisées. Le deuxième critère est la liquidité. On sélectionne également les valeurs qui sont les plus largement échangées chaque jour, ce qui va généralement indirectement de pair avec la capitalisation. Quand une capitalisation boursière devient trop faible, elle est automatiquement exclue de l'indice et une entreprise avec une plus large capitalisation la remplace. Quand une société n'est plus cotée, elle est bien entendu exclue de l'indice. Pour certains indices, comme le CAC 40, il y a une part discrétionnaire dans le processus, c'est-à-dire que les membres du CSI, le Conseil scientifique des indices, ont une marge d'appréciation par rapport aux critères présentés. Mais cette méthode de construction peut nous donner une vision biaisée sur le long terme. Concrètement, tout cela veut dire que les entreprises performantes, c'est-à-dire liquides en bourse et largement capitalisées, restent un grand moment incluses dans le calcul des indices boursiers et que les entreprises qui ne le sont pas en sont généralement exclues au bout d'une certaine période. À titre d'exemple, plus de la moitié des sociétés qui composaient l'indice MSCI World, l'indice Action Référence Monde, ont été remplacées depuis sa création. Et dans 20 ans, les 10 plus grosses sociétés de l'indice ne seront sans doute plus les mêmes qu'aujourd'hui. Les indices boursiers opèrent donc une sélection automatique des entreprises gagnantes, qui contribuent fortement à leur biais haussier sur le long terme. Alors que comme nous l'avons vu ici, seule une petite minorité de grands gagnants viennent en fait tirer les performances de tout le marché boursier. Pour récapituler donc, les actions montent car les profits des entreprises montent sur le long terme. Les profits des entreprises sont tirés principalement de méthodes de production toujours plus efficaces qui elles-mêmes prennent leurs racines dans l'innovation. Partant de ce postulat, du moment que vous estimez qu'il reste des innovations technologiques à réaliser, des choses à améliorer et que le monde ne tourne pas de manière optimale, cela fait sens d'anticiper que les marchés actions devraient continuer de monter à un rythme variable sur le long terme. C'est pour cela que des investisseurs tels que Warren Buffett ou Peter Lynch par exemple sont aussi confiants pour l'avenir de leurs placements dans la durée. J'espère que vous y voyez désormais un peu plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Et si vous avez appris quelque chose ici, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour toujours plus de contenu qui vous aidera à mieux investir.